tu respectes l'allure prévue, ta montre affiche les bons chiffres. Mais aujourd'hui, chaque kilomètre te coûte 2 fois plus cher. Le vrai problème, c'est que ta montre ne sait pas que tu as mal dormi, que tu accumules de la fatigue ou que la chaleur transforme ton footing en combat. C'est précisément là que l'échelle RPE devient indispensable. Et tu vas voir qu'une erreur très fréquente peut complètement fausser son utilisation. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'est réellement le RPE en course à pied, les différentes échelles qui existent, pourquoi cet outil complète parfaitement l'allure et la fréquence cardiaque, les facteurs qui modifient ton ressenti et les 4 erreurs qui peuvent rendre tes notes inutiles. Si tu apprécies les contenus qui t'aident à mieux comprendre ton entraînement au lieu de simplement exécuter des séances, pense à t'abonner et indique-moi en commentaire si tu utilises déjà le RPE ou si tu regardes uniquement les données de ta montre. RP signifie Rating of Perceived Exertion, que l'on peut traduire par niveau ou indice d'effort perçu. Son rôle est de transformer la difficulté que tu ressens en une note exploitable. Cette note ne mesure ni ta vitesse, ni ta fréquence cardiaque, ni ta puissance. Elle mesure ce que l'effort te coûte réellement au moment où tu le réalises. Imaginons 2 coureurs avançant exactement à 5 minutes 30 au kilomètre. Le premier a bien dormi, il est frais et trouve cette allure facile. Il peut attribuer un RPE de 3. Le second a peu dormi, il sort d'une semaine difficile et court sous une température élevée. Pour lui, la même allure peut représenter un RPE de 6. La vitesse est identique, mais la charge interne ne l'est pas. C'est un point absolument fondamental. Le RPE n'est pas une donnée concurrente de ta montre, c'est la donnée qui donne du contexte à tout ce que ta montre affiche. Une allure seule te dit ce que tu produis. Le RPE te renseigne sur le prix que ton organisme doit payer pour produire cette allure. Il existe 2 grandes échelles que tu dois connaître. La première est l'échelle de Borg, graduée de 6 à 20. Elle a été développée par le physiologiste suédois Gunnar Borg et reste très utilisée dans les recherches scientifiques, les tests d'effort et certains contextes médicaux. Sa construction permettait d'obtenir une relation approximative avec la fréquence cardiaque chez de jeunes adultes en bonne santé pendant un effort régulier. Un RPE de 13 pouvait ainsi correspondre grossièrement à 130 battements par minute. Mais attention, ce rapprochement n'est pas une formule magique applicable à tout le monde. L'âge, le niveau d'entraînement, la chaleur, la fatigue, les médicaments et de nombreux autres facteurs modifient cette relation. La seconde est la Borg CR10, graduée de 0 à 10. Contrairement à ce que l'on entend parfois, elle n'a pas été créée par Carl Foster. Elle a également été développée par Gunnar Borg. Carl Foster et son équipe l'ont ensuite utilisée pour mettre au point une méthode très pratique de quantification de la charge globale d'une séance, dont nous reparlerons dans quelques instants. Pour un coureur amateur, l'échelle de 0 à 10 est généralement la plus intuitive. 0 représente l'absence d'effort. Entre 2 et 3, l'effort reste facile et la conversation est fluide. Entre 4 et 5, l'effort devient soutenu, mais il reste maîtrisé. Autour de 6 ou 7, tu entres dans un effort difficile qui exige de la concentration. À 8 ou 9, tu es sur une intensité très élevée que tu ne peux pas prolonger longtemps. Et 10 correspond à ton maximum du moment. Il ne faut pas chercher à convertir précisément la Borg 6 à 20 en CR10 avec une formule bricolée. Ce serait comme essayer de convertir des kilomètres en degrés Celsius. Il y a bien des chiffres des deux côtés, mais ils ne racontent pas exactement la même chose. Maintenant, levons le rideau sur les différentes manières d'utiliser cette note. Le RPE instantané correspond à la difficulté ressentie pendant l'effort. Tu peux te poser cette question après ton échauffement, au milieu d'un bloc ou pendant une sortie longue. À quel point l'effort que je produis maintenant est-il difficile? Cette information permet de réguler immédiatement ton intensité. Si ton footing facile, prévu à RPE 3,
monte progressivement vers 6, quelque chose a changé. Tu es peut-être parti trop vite. La chaleur augmente la contrainte ou tu n'as pas récupéré. Cela ne signifie pas automatiquement que tu dois arrêter, mais cela t'oblige à réfléchir au lieu de suivre mécaniquement l'allure affichée. Le session RPE fonctionne différemment. Il s'agit d'une note globale attribuée à l'ensemble de la séance, idéalement 15 à 30 minutes après sa fin. Tu multiplies ensuite cette note par la durée de la séance en minutes. Une séance de 50 minutes évaluée à RPE4 représente donc 200 unités arbitraires. Une séance de 60 minutes évaluée à RPE7 représente 420 unités. Je vais t'expliquer mon arme fatale. Note simplement ces valeurs dans ton carnet pendant plusieurs semaines. Tu verras rapidement quelle séance te coûte réellement le plus, même lorsque leur kilométrage semble raisonnable. Ces unités servent surtout à comparer tes propres entraînements. Elles ne permettent pas de décider qu'un coureur ayant obtenu 400 unités a mieux ou plus travaillé qu'un autre. Elles donnent une tendance personnelle. Avant d'aller plus loin, tu peux télécharger immédiatement mon guide des séances combinées grâce au lien placé dans la description. Fais-le maintenant car le RPE devient beaucoup plus facile à comprendre lorsqu'on l'applique à de vraies séances au lieu de le laisser flotter dans la théorie. Tu pourras garder le guide sous la main, choisir une séance concrète et observer comment ton ressenti évolue lorsque plusieurs intensités sont réunies dans un même entraînement. Cela t'évitera surtout d'avoir compris cette vidéo aujourd'hui et de tout oublier au moment de chausser tes chaussures la semaine prochaine. Pourquoi utiliser le RPE alors que nous avons déjà des montres de plus en plus perfectionnées? D'abord parce qu'une montre mesure seulement ce qu'elle est capable de capter. Elle connaît ton allure, ta fréquence cardiaque, si son capteur est suffisamment précis, la distance et parfois la puissance. Elle ne sait pas toujours que tu as dormi 5 heures, que tu as sauté un repas, que tu es préoccupé par ton travail ou que tu encaisses ta 3e semaine de charge élevée. Le RPE intègre une grande partie de ces informations sans avoir besoin de les mesurer séparément. Ensuite, il complète l'allure. Une vitesse de 12 km par heure ne représente pas le même effort avec un vent de face sur une légère montée ou sous 30 degrés. Il complète aussi la fréquence cardiaque. Celle-ci ne ment pas, mais elle doit être interprétée dans son contexte. La chaleur, la déshydratation, le stress, la caféine, certains médicaments ou simplement le délai de réaction du cœur pendant un intervalle court peuvent modifier la valeur observée. Une fréquence cardiaque qui augmente progressivement à allure stable peut correspondre à une dérive cardiaque et non à une amélioration soudaine de ta forme. A l'inverse, un RPE plus élevé que d'habitude, avec une fréquence cardiaque apparemment normale, peut révéler une fatigue ou une récupération incomplète. C'est extrêmement cruel. Tu peux croire que tu régresses alors que ton organisme te demande seulement de tenir compte du contexte. Le RPE permet également d'individualiser l'entraînement. 2 personnes peuvent suivre le même programme, mais elles ne doivent pas obligatoirement produire la même allure pour atteindre la même intention physiologique. Si une séance demande un effort soutenu et contrôlé, le coureur le plus rapide et le coureur le moins rapide doivent tous les deux respecter cette intention, même si plusieurs minutes au kilomètre les séparent. Le RPE devient également très utile lorsque tu cours occasionnellement sans regarder ta montre. Cette pratique t'apprend à reconnaître un effort réellement facile, une intensité soutenue et une allure devenue excessive. Cela ne signifie pas qu'il faut jeter ta montre au fond d'un tiroir. Le modèle le plus efficace consiste à croiser les données objectives avec les sensations. L'allure te dit ce que tu produis, la fréquence cardiaque renseigne sur une partie de la réponse de ton organisme et le RPE indique ce que cet effort te coûte subjectivement. C'est extrêmement efficace lorsque ces 3 informations racontent la même histoire. Et lorsqu'elles divergent, cette différence devient justement une information à analyser. Le moment est venu de lever le rideau sur les facteurs qui influencent ton RPE. Le premier est la fatigue accumulée. Une séance réalisée après plusieurs journées chargées peut sembler beaucoup plus difficile alors que l'allure et le parcours n'ont pas changé. Le manque de sommeil agit de la même manière. Le deuxième groupe concerne les conditions extérieures. La chaleur, l'humidité, le vent, l'altitude, le dénivelé et la nature du sol augmentent le coût d'une allure donnée.
Nous n'allons pas approfondir aujourd'hui les particularités du RPE en trail, car elles méritent une vidéo entière. En montée et en descente, le ressenti cardiovasculaire et la fatigue musculaire peuvent évoluer de manière très différente. Nous y reviendrons prochainement. Le troisième facteur concerne l'alimentation et l'hydratation. Une séance commencée avec de faibles réserves énergétiques ou un manque d'eau peut faire grimper l'effort perçu. Enfin, l'état mental joue un rôle majeur. Le stress, la fatigue cognitive, la motivation et la concentration influencent ta perception. Des travaux sur la fatigue mentale, notamment ceux de Samuel Marcora et plusieurs synthèses réalisées ensuite, montrent qu'un effort peut être perçu comme plus difficile après une tâche mentale exigeante, même lorsque certaines réponses physiologiques restent proches. Demander la même allure à ton corps après une mauvaise nuit et une journée stressante, c'est un peu comme demander à une Twingo de tracter une caravane en côte. Elle avancera peut-être, mais il ne faudra pas s'étonner du bruit. Comment utiliser concrètement cet outil dans ton entraînement? Avant de commencer, n'attribue pas un prétendu RPE de repos. Le RPE mesure l'intensité d'un effort. À l'arrêt, réalise plutôt un rapide bilan de disponibilité. Demande-toi si tu as correctement dormi, si ta fatigue est inhabituelle, si une douleur localisée est présente et si tu as récupéré de ta séance précédente. Un seul indicateur légèrement dégradé ne justifie pas forcément d'annuler. Commence tranquillement et réévalue tes sensations après 10 à 15 minutes. Si plusieurs indicateurs sont mauvais ou si une douleur inhabituelle apparaît, adapte la séance. Pendant l'entraînement, évalue ton RPE après l'échauffement, au milieu des blocs importants et vers la fin. Sur une récupération ou un footing très facile, tu seras généralement autour de 1 à 3. Un effort soutenu mais encore confortable peut se situer autour de 4 ou 5. Une séance au seuil contrôlé peut approcher 6 ou 7. Les intervalles très intenses peuvent atteindre 8 ou 9. Le niveau 10 doit rester réservé à un véritable effort maximal. Ces nombres sont des repères pratiques, pas des frontières physiologiques identiques pour chaque personne. La durée de l'effort compte énormément. Un RPE de 7 sur une répétition courte et un RPE de 7 maintenu pendant une longue période ne décrivent pas exactement la même situation. Après la séance, attends quelques minutes et attribue une note globale. Le but n'est pas de devenir parfaitement objectif. Puisque le RPE est subjectif par définition, le but est d'éviter que les 30 dernières secondes très difficiles ou, au contraire, le retour au calme très facile effacent le reste de l'entraînement. Note ensuite la durée, le session RPE et, si nécessaire, un commentaire très court, chaleur, mauvaise nuit, jambes lourdes ou sensation excellente. Observe les tendances plutôt qu'une note isolée. Si un footing habituellement évalué à 3 passe une fois à 5, il n'y a pas forcément de problème. S'il passe régulièrement à 5 ou 6 pendant plusieurs jours avec un sommeil dégradé et une fatigue persistante, le signal devient beaucoup plus intéressant. Il n'existe pas de règle universelle affirmant que toute augmentation de charge supérieure à 10% provoquera une blessure. Compare plutôt ta charge actuelle à tes habitudes récentes et observe simultanément ta récupération. Le RPE ne diagnostique pas un syndrome de surentraînement, mais il peut aider à repérer une surcharge ou une évolution anormale avant que tes performances ne s'effondrent. Il reste maintenant 4 erreurs capables de saboter tout ce travail. La première consiste à confondre effort et douleur. Une douleur précise au genou, au tendon d'Achille, au mollet ou dans le dos n'est pas un RPE élevé. Tu peux être à RPE3 tout en ressentant une douleur qui exige de ralentir ou d'arrêter. Le RPE décrit la difficulté globale de l'effort, pas une alerte douloureuse localisée. La deuxième erreur consiste à donner la note que la séance était censée produire. Ton programme indiquait RPE5, mais tu as souffert à RPE8, tu dois noter 8. Sinon, tu ne mesures plus ton ressenti. Tu recopies simplement la consigne. Mentir sur son RPE, c'est trafiquer sa propre balance, puis s'étonner que le pantalon serre. La troisième erreur consiste à ne jamais accepter un RPE élevé. Les niveaux 8 ou 9 ne sont pas interdits. Ils peuvent avoir leur place dans certaines séances intensives et en compétition. Le problème n'est pas d'atteindre ponctuellement une intensité élevée. Le problème est de transformer chaque footing, chaque sortie longue et chaque fraction en épreuve qualificative pour les Jeux olympiques. La quatrième erreur
consiste à ignorer tous les signes présents avant la séance. S'adapter ne signifie pas renoncer au premier bâillement. Cela signifie commencer intelligemment, observer ce qui se passe et prendre une décision à partir de plusieurs informations plutôt que de forcer aveuglément. Juste avant de résumer, je te rappelle que le guide des séances combinées est disponible avec le lien dans la description. Télécharge-le maintenant afin d'appliquer le RPE sur une structure concrète et de disposer d'exemples immédiatement utilisables lors de tes prochains entraînements. Plus vite tu associeras une note à de vraies sensations, plus vite ton échelle personnelle deviendra précise. Ce qu'il faut retenir est finalement assez simple. L'échelle de Borg de 6 à 20 reste une référence historique et scientifique, tandis que la Borg CR10 de 0 à 10 est souvent plus pratique au quotidien. Le RPE instantané t'aide à réguler l'effort pendant la séance. Le session RPE t'aide à estimer sa charge globale après l'entraînement. Ton ressenti est influencé par la fatigue, le sommeil, l'environnement, l'alimentation, l'hydratation et ton état mental. Enfin, le RPE doit compléter l'allure et la fréquence cardiaque, jamais être interprété totalement seul. Mon avis personnel, c'est qu'un coureur qui apprend à évaluer honnêtement son effort devient progressivement moins dépendant de sa montre et beaucoup plus capable de s'adapter. Cela ne signifie pas qu'il abandonne les données. Au contraire, il leur donne enfin du sens. Une séance réussie n'est pas simplement une séance pendant laquelle tu as respecté une allure. C'est une séance dont l'intensité correspondait à l'objectif prévu et que tu peux assimiler sans compromettre la suite. Le message central est donc celui-ci. Ta montre mesure ce que tu produis, mais le RPE t'aide à comprendre ce que cela te coûte. Maintenant que tu sais utiliser le RPE en course à pied, tu peux commencer dès ta prochaine séance en notant ton ressenti global 15 à 30 minutes après l'effort. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser le RPE en trail lorsque l'allure, le dénivelé et la fatigue musculaire bouleversent les repères habituels. Abonne-toi pour ne pas la manquer et indique en commentaire le RPE de ta dernière séance.